Salut, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu sur une recommandation d'un abonné. C'est des recommandations pour la lecture imaginaire d'inspiration asiatique. Autant asiatique d'Extrême-Orient et autant asiatique de Moyen-Orient. Et je vais vous faire découvrir tout ça, donc c'est parti. Moi, quand j'étais jeune, ça a été un des premiers coups de cœur que j'ai eu, c'est avec le clan des Otori. Le clan des Otori, c'est pas vraiment de la fantaisie, même si bon, c'est une histoire un peu imaginaire. Il y a un peu de la magie, il y a un peu des pouvoirs un peu spéciaux comme ça, il y a un peu des ninjas, c'est un peu ce monde-là. Et ça m'avait beaucoup marqué, moi, à cette époque-là, le clan des Otori. Et du coup, ça m'avait, amené très souvent à lire de la fantasy ou de la science-fiction d'inspiration asiatique. C'est un monde, moi, que j'apprécie. C'est des choses, auxquelles, voilà, je suis assez, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est la mythologie du Japon ou de la Chine et cetera. C'est des choses que je connais, qui m'attirent aussi, qui m'intéressent. Et donc, bah, c'est tout naturellement que je suis allé vers ce type de lecture-là. Et donc, je vais vous présenter, moi, des lectures d'inspiration au début d'Extrême-Orient. Après, on fera une partie Moyen-Orient, de fantasy et de science-fiction qui sont très inspirés de mythologie ou de culture extrême orientale. Les premières œuvres que je veux vous partager, c'est 2 œuvres de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson est un grand fan aussi de culture japonaise, taïwanaise, chinoise, et il y a beaucoup de ses œuvres qui se transpirent un peu ça. La première œuvre de Brandon Sanderson que je vais vous présenter, c'est L'âme de l'empereur. C'est une petite nouvelle d'inspiration, je crois que c'est taïwanaise, et donc on va suivre l'aventure d'une jeune femme qui se retrouve prisonnière dans un château un peu obscur. Elle ne sait pas trop pourquoi elle est là, et on lui dit: Ta mission, c'est tu dois restaurer l'âme de l'empereur». Et on est dans un monde un peu magique. Je crois que c'est sur le même monde que l'Anctrice, et c'est bon là, il y a un monde, avec encore une fois un système magique qui est assez original. C'est très inspiré asiatique. On est vraiment dans un monde, voilà, d'inspiration, autant pour les costumes que le monde, que la magie, et très d'inspiration asiatique. On est donc d'origine taïwanaise, comme disait Brandon Sanderson. Cette histoire est fantastique. Si vous avez jamais lu du Brandon Sanderson, c'est vraiment une porte d'entrée pour connaître le Cosmere en général. C'est vraiment, voilà, c'est une des œuvres les plus, avec le système magique et puis les rebondissements à la fin qui sont assez surprenants. Et donc voilà, si vous connaissez pas Brandon Sanderson, L'âme de l'empereur, c'est une magnifique porte d'entrée. La deuxième œuvre de Brandon Sanderson d'inspiration asiatique, c'est Yumi et le peintre de cauchemars. Là, c'est beaucoup plus d'inspiration japonaise, manguesque, on va dire. Voilà, c'est toute cette imagination manguesque de manga. Enfin, on peut vraiment s'imaginer ces mondes, un peu, voilà, il y a 2 mondes qui s'opposent dans ce livre-là, et on peut vraiment les imaginer, voilà, pour moi, quand je les ai lus, je me sentais, même les personnages en eux-mêmes, leur description est très manguesque. Et voilà, celle-là, c'est vraiment très clair, et la bonne histoire en elle-même de Yumi est assez originale. Pour moi, un peu lente, un peu, peut-être un peu jeunesse, un peu trop axée romance. Mais bon, ça, c'est ma critique personnelle. Mais après, si vous voulez aussi connaître un peu le monde du Cosmere, ça s'inscrit aussi dans le Cosmere, dans une planète assez nouvelle, qu'on connaissait pas trop, avec un système magique encore très original. Et voilà, Brandon Sanderson dévoile toute sa palette de créativité, de monde magique, de système magique, assez cohérent en fait. Et Yumi, c'est vraiment une inspiration, voilà, japonaise, manguesque. La manière d'écrire, les personnages, le monde, le système magique, tout ça, on voit qu'il y a une inspiration très, très forte. Et si vous êtes fan de manga, si vous êtes fan de magie dans les mangas, et ben voilà, c'est une œuvre aussi pour entrer dans le cosmère. Et donc c'est une autre œuvre aussi de Brandon Sanderson qui est très inspirée du monde, bon là, de culture japonaise. Autre œuvre qui s'inspire du monde asiatique, mais là, le monde plus mafieux, plus yakuza, c'est Fondali avec Jade City, ou la Cité de Jade en français, et c'est les Os Emeraude, la saga des Os Emeraude. Là, c'est vraiment 3 tomes. C'est vraiment, moi, j'ai lu les 3 tomes, je les ai dévorés. C'est vraiment l'urban fantasy. Voilà, c'est pas vrai, c'est vraiment dans un monde assez moderne. Il y a des voitures, des avions, et cetera, et cetera. Il y a vraiment ce truc-là c'est des yakuza dans une ville tropicale qui se comporte comme un clan yakuza. Sauf que, bah, c'est dans un monde imaginaire avec un système magique aussi assez génial autour de l'émeraude, qui est, eux, avec des guerriers qui viennent de cette source-là, autour du jade, non, autour de l'émeraude, pardon, autour de jade, autour du jade, des bijoux de jade. Et donc la cité de jade, c'est vraiment, voilà, cette inspiration-là. On va se retrouver, nous, mêlés dans une histoire familiale, clanique, qui vont lutter pour la survie face à d'autres clans qui les dominent. On va suivre 3 héros issus de la même famille qui vont, voilà, se retrouver dans des situations de pouvoir et essayer de lutter, essayer de changer l'histoire,
pour conserver leur clan, pour conserver une histoire, pour voilà, que leur clan se retrouve à nouveau au premier plan. Il y a des mélanges, voilà, de ces mélanges d'action, mais aussi de stratégie. Il y a aussi voilà, toute une histoire politique qui est très, voilà, très inspirée des films de Yakuza. C'est vraiment, pour moi, quand je voyais les personnages, je voyais des personnages de Yakuza, souvent les méchants dans les films asiatiques ou les films des années 90 de Jean-Claude Van Damme, etc., avec les méchants Yakuza ou les méchants des films de Jackie Chan, des choses comme ça. C'était vraiment ces images-là qui me venaient dans la tête parce que c'est un peu un monde moderne, mais avec disons, modernes des années 90 ou 80 avec des machines, des vieilles voitures, etc., etc. Et donc, c'était voilà, moi, ça m'a vraiment plongé dans ce monde-là, dans cet univers-là qui m'était familier et j'ai vraiment adoré. Donc, si vous voulez connaître la Cité de Jade, c'est vraiment, et que vous êtes fan un peu de ce type de monde-là, et ben voilà, allez-y à fond parce que c'est vraiment incroyable. Une autre œuvre que j'ai lue là très, très récemment, qui est aussi d'inspiration japonaise, mais là qui est d'inspiration japonaise médiévale, c'est The Sword of Kaigen, donc l'épée de Kaigen. C'est vraiment une œuvre qui est où se mêle voilà, cette opposition entre la tradition et la technologie, entre qu'est-ce qu'on fait part à la tradition, qu'est-ce qu'on accepte comme nouvelle technologie, un peu cette dualité-là qui est très intéressante dans ce livre-là. Vraiment dans un monde qui est très traditionnel, très traditionnaliste. Il y a beaucoup d'inspiration du monde samouraï. Voilà un peu les derniers samouraïs, les gens, voilà, toute cette inspiration-là des personnes au Japon qui sont encore très ancrées dans la tradition, mais qui luttent en même temps contre les avancées technologiques qui viennent aussi chambouler tout ça. Donc là, dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages d'une même famille qui sont les plus grands guerriers du village, un peu les derniers défenseurs de l'empire où ils se trouvent. Et petit à petit, on va découvrir que cet empire n'est pas si rose. Petit à petit, on va découvrir aussi que l'histoire qu'on leur a racontée n'est pas forcément vraie. On va découvrir aussi que eh ben, ce grand pouvoir qu'ils ont commence à être aussi chamboulé par un monde extérieur, par les technologies qui arrivent. Voilà, il y a toute cette lutte-là entre la tradition qui est ancrée, qui est les croyances très fortes que les personnages ont sur eux, sur leur monde et qui se confrontent à la réalité, moderne, à la réalité du changement, à la réalité aussi d'une politique qui est pas forcément si bonne, si bienveillante que ça. Et donc voilà, c'est un peu toutes ces questions-là qui se retrouvent dans ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était, voilà, je m'attendais pas du tout, je m'attendais vraiment à un livre basé sur l'action, sur les combats et cetera. Et en fait, c'est très aussi, beaucoup de réflexions, beaucoup de personnages aussi qui se retrouvent aussi mêlés à réfléchir sur leur passé, d'où ils viennent et cetera. Et c'est très, ça va assez profond. Et en fait, je pensais que c'était aussi un tome en entier, mais non, c'est le premier tome d'une série. Voilà, je pense que le livre se lit en lui-même tranquillement, mais voilà, il faut savoir qu'après ça va continuer. Et voilà, Sword of Kaigen, si vous êtes fan un peu de samouraï, d'inspiration, voilà, aussi peut-être des jeux vidéo qui sont autour de ce monde-là, ça peut vous attirer et c'était une très bonne lecture. Donc on va terminer cette parenthèse fantasy, on va plus maintenant partir vers la science-fiction. Là, je vais vous parler d'un auteur surtout de science-fiction chinois. Voilà, je pense que vous avez deviné si vous suivez un peu ma chaîne. C'est Liu Cixin avec Le Problème à trois corps, avec Terre errante et avec Boule de foudre. Donc c'est trois œuvres que j'ai lues de lui. Surtout, lui, sa plus connue, c'est Le Problème à trois corps. Et si ça vous intéresse de vous plonger dans Le Problème à trois corps, vous pouvez aussi prendre Boule de foudre comme introduction au Problème à trois corps. Et si vous donnez une idée de la qualité de cet auteur, et cetera, vous pouvez lire Terre errante. Terre errante, c'est une petite nouvelle de 80 pages à peu près, mais qui montre tout le potentiel qu'a Liu Cixin dans sa manière d'écrire la science-fiction. Ça nous fait voyager tout de suite très vite. Et bien sûr, son œuvre principale, magistrale, c'est Le Problème à trois corps. Il y a une série sur Netflix qui est sortie il y a pas très longtemps et qui vaut aussi le détour si vous avez lu l'œuvre. Et après, ils l'ont très occidentalisé. Je crois qu'il y a une série beaucoup plus fidèle qui se retrouve sur YouTube chinoise. Voilà, enfin une série chinoise qui se retrouve sur YouTube qui est beaucoup plus fidèle au livre. Voilà, parce que la série qu'il y a sur Netflix a été très, très, très très occidentalisée. Elle a été délocalisée aussi en Europe, à Londres, et cetera. Les personnages sont pas chinois, donc voilà, il y a quelques personnages chinois qui sont conservés, mais sinon la plupart sont changés. Donc voilà, c'était un peu occidentaliser
l'œuvre. Mais si vous êtes vous fan de hard SF, si vous êtes fan de voyages mentaux, si vous êtes fan de vulgarisation scientifique, si vous êtes fan de plein de questions philosophiques, qu'est-ce qu'on ferait nous, l'humanité, si on serait en contact avec d'autres espèces extraterrestres, etc. Voilà, et toutes ces questions-là qui se retrouvent dans cette magnifique série du problème à trois corps. C'est très sino-centré, très centré sur la Chine. Ça qui est super intéressant aussi, moi, ça a été un vent de fraîcheur quand j'ai lu cette œuvre parce que, bah, j'ai pas l'habitude de lire des œuvres qui sont centrées sur la Chine. Voilà, ça c'est souvent très occidental, les œuvres que je lis avec, bon, soit les Américains, soit les Européens. Quand c'est un auteur français, bah, des fois, c'est très centré sur la France et donc là, c'est très rafraîchissant de voir cette vision-là, même s'il y a les autres pays d'Europe, c'est vraiment très centré sur la Chine. Et c'est très intéressant de voir, comment évoluerait une société chinoise dans le monde et son impact et cetera au niveau politique, au niveau des idéaux, de voilà, toute l'influence culturelle et cetera et cetera. Et donc pour finir autour de Liu Cixin, voilà, si vous avez envie de découvrir de la science-fiction d'inspiration chinoise, si vous voulez découvrir un des meilleurs auteurs de la science-fiction moderne, foncez. Si vous êtes fan de ce type de lecture-là, je le recommande vraiment les yeux fermés. Moi, j'ai adoré, même si c'est vrai qu'au départ, le premier tome, Le problème à notre corps, peut un peu perturber parce qu'il part d'une manière assez bizarre, on comprend pas tout. Mais après, laissez-vous embarquer, vous allez voir que c'est une aventure incroyable qui part de la révolution chinoise et qui termine vraiment littéralement dans les étoiles. Maintenant, on va parler de 3 œuvres qui sont plus d'inspiration moyen-orientale, des œuvres que j'ai lues, que je peux vous partager autour de ça. C'est vraiment, voilà, là, on parle plus, d'inspiration moyen-orientale, heu, iranienne, irakienne, arabe, d'Arabie Saoudite. Voilà, c'est vraiment ces inspirations-là, de cette culture-là. La première œuvre que j'ai envie de vous partager autour de cette inspiration, moyen-orientale, c'est justement Charakai ou Les 12 rois de Charakai. Moi, j'ai lu le premier tome et on se retrouve vraiment dans cet univers de cité en milieu du désert avec 12 rois mystérieux qui contrôlent la ville. On va suivre l'aventure d'une jeune femme qui est une gladiatrice dans les arènes et qui se retrouve mêlée à la grande histoire, qui va retrouver aussi, c'est avec un peu son passé, qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère, et cetera. Et en fait, l'ambiance du lieu, l'ambiance de la ville, et cetera, c'est vraiment pourrait se retrouver dans une grande ville, moyen-orientale au Moyen Âge. Voilà, c'est vraiment d'inspiration, c'est cette inspiration-là. Bon, ça m'a fait penser beaucoup à Prince of Persia, voilà, une cité comme ça, Prince of Persia, tout fait de ces couleurs justement de sable, entouré d'un désert, avec des plantes aussi, qui sont un peu magiques et qui viennent aussi, qui sont vraiment d'inspiration du désert. Et c'est vraiment ce monde-là, cet imaginaire-là qui m'a fait aussi beaucoup voyager. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si après j'ai pas continué dans la série. Mais, en fait, bon, c'est parce que le personnage ne me plaisait pas trop, mais bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais le monde en lui-même est vraiment très inspiration, voilà, moyen-orientale. Voilà, on pourrait retrouver en Iran ou en Irak dans une cité faite, voilà, une cité médiévale, faite dans le désert et donc tout cet imaginaire autour de ça. Voilà, ça, c'est Charakai. Une autre œuvre que je voulais vous parler aussi, c'est, Le cycle des démons de Peter V. Brett. Le cycle des démons, c'est vraiment ces deux mondes, ces 2 civilisations qui s'affrontent et en même temps doivent s'entraider, ils ont pas le choix pour lutter contre les démons et il y a toute une partie qui est d'inspiration, voilà, qui est très d'inspiration très orientale, très, du Moyen-Orient, avec tout l'imaginaire, aussi les mauvais côtés, disons, du Moyen-Orient aussi, être un peu mais une cité, voilà, qui est aussi pareil dans le désert, avec un peuple qui est rude et qui vit dans le désert, dans les conditions du désert et qui va s'opposer à un peuple plus nordique, qui est plus inspiration, européenne, qui vit dans les terres vertes, beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus froides aussi. Et donc voilà, il y a ces 2 mondes qui sont là et c'est aussi présent dans cette œuvre, Le cycle des démons. Voilà, si vous êtes aussi, si vous voulez connaître un peu, les dualités qu'il y a entre deux civilisations comme ça, c'est super intéressant aussi. Et une dernière, c'est plus de la SF, moi, je voulais vous parler un peu de Dune. Dune, voilà, où il y a toute cette partie où Paul Atreides va sur Dune et où il y a le peuple qui vit sur Dune, qui est les Fremen. Et en fait, si on lit un peu entre les lignes, c'est vraiment inspiré aussi de peuples, médio-orientaux, de peuples qui vivent dans le désert. Il y a une grande inspiration de peuples qui vivent dans le Sahara, comme, un peu les Bédouins du Sahara. Il y a vraiment tous ces trucs-là pour se protéger, pour garder son eau et cetera. Il y a toute une culture de protéger le corps face à la chaleur, de protéger le corps pour conserver son eau, qui est très inspiration et ce qui est super, c'est que c'est écrit dans les années 50, donc il y a une vision qui a changé par rapport à ça,
tout cas au niveau occidental, mais qui est en même temps très riche parce qu'il y a plein de choses qui viennent de là. On voit l'inspiration de l'auteur et voilà, tous les Fremen, tout le monde autour des Fremen est vraiment de cette inspiration-là et c'est super intéressant de le voir. Et bon, on le voit dans les films, même si c'est moins explicite dans les films qui sont sortis dernièrement, mais dans l'œuvre écrite, on voit vraiment qu'il y a cette inspiration-là. Pour terminer, moi, je voulais partager deux œuvres que j'ai dans ma palle, que j'aimerais lire aussi prochainement, qui sont aussi la littérature fantasy d'inspiration asiatique. La première, c'est La Guerre du Pavot. La Guerre du Pavot, qui est en français, il y avait que le premier tome qui était traduit, et je crois qu'elle est ressortie, donc j'espère qu'il y a la suite qui va bientôt sortir. En tout cas, La Guerre du Pavot, là, m'attire beaucoup. Après, j'espère que les 4 tomes, ces 4 tomes, oui, c'est ça, qui vont être traduits et qui un jour seront accessibles complètement en français. Ça, j'aimerais beaucoup parce que ça a l'air aussi d'être une très bonne série. Et l'autre série, c'est Les Dents de Lion de Ken Liu. Là aussi, c'est une série, je crois, où il y a 2 tomes sur 4 qui sont traduits. Je ne sais pas qu'est-ce que fait la maison d'édition par rapport à ça. C'est un peu bizarre de faire seulement la moitié et après s'arrêter. Je pense que les ventes n'ont pas suivi, des choses comme ça. Mais voilà, je trouve ça un peu absurde que les maisons d'édition se mettent dans ces situations-là où ils traduisent la moitié d'une heure et après ils arrêtent. Il y a plusieurs œuvres qui sont comme ça dans ce cas-là. Et je trouve ça complètement absurde de dire, bon, on va traduire juste la série à la moitié, puis après qu'ils se débrouillent les lecteurs. Donc nous, ça nous laisse vraiment, on est le cul entre deux chaises pour se retrouver. Bah, soit on continue en anglais, soit on arrête complètement et du coup on se perd la fin de l'histoire. Et voilà, Le Dent des Lions, moi, c'est une des séries, je crois, c'est d'inspiration chinoise. Apparemment, c'est assez complexe, assez politique. C'est vraiment d'inspiration de l'histoire de la Chine. Mais c'est une œuvre que j'ai entendu tellement de bonnes recommandations que j'ai vraiment envie de me plonger dedans un jour. Et j'espère qu'un jour elle sera traduite en français complètement. En tout cas, j'adorerais. Donc voilà, une longue vidéo autour de recommandations, autour de la fantaisie d'inspiration asiatique, d'Extrême-Orient ou de Moyen-Orient. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, c'est vraiment celle que j'ai lue, donc celle que je peux vous partager. Il y en a plein d'autres qui sont d'inspiration asiatique. Mais voilà, c'est celles, moi, qui m'ont touché ou celles que j'ai envie de lire. Et c'est voilà, celle que j'ai pu partager. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt. Ciao.